Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 mars 2021 et on va aborder dans le détail cette hausse du pétrole aujourd'hui car il y a un événement assez inattendu qui provoque un rebond du pétrole après une chute de plus de 6% et un rebond qui devrait se poursuivre, qui pourrait même franchir ces nuages en données H1 si la situation venait à persister. Mais d'abord, que s'est-il passé la veille? À Wall Street, la séance a été marquée par des replis. Le S&P 500 a chuté de 0,76%, le Dow Jones de 0,94%, le Nasdaq de 1,2%. Le Russell 2000 a quant à lui perdu plus de 3%. Alors, il faut savoir qu'il y avait une audition hier, notamment celle de Janet Yellen, devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, et ses propos ont inquiété, des propos qui ont clairement inquiété les investisseurs. C'est ce qui a créé une prudence à Wall Street. Janet Yellen a indiqué qu'il pourrait y avoir une probable hausse des impôts sur les sociétés américaines pour financer ce fameux plan massif d'infrastructure que l'on avait évoqué hier, un plan qui pourrait atteindre jusqu'à 4 000 milliards de dollars et donc hausse probable des impôts sur les sociétés américaines, ce qui pousse les investisseurs à la prudence. Et ce retour de la prudence a également entraîné un retour vers les obligations souveraines, ce qui explique la poursuite du repli du 10 ans américain, du rendement du 10 ans américain, qui a perdu 6 points de base, actuellement aux alentours des 1,60%. C'est un gros support, c'était une précédente résistance. Et cette baisse du 10 ans américain n'a pas affaibli le biais vert. Le biais vert, le dollar américain qui a bénéficié de son statut de valeur refuge, ce qui entraîne, vous l'aurez compris, une baisse de l'euro-dollar. On l'avait dit hier, il nous manque quelque chose sur le biais vert, il nous manque un mouvement. Soit il s'affranchit de sa résistance, ce qui créerait des replis sur la plupart des paires majeures, soit il se replie, propulsant à la hausse l'euro-dollar et les autres paires. Et donc, repli de l'euro-dollar, ça a favorisé bien entendu d'autres paires. Mais avant ça, le NZD-USD a été doublement pénalisé parce qu'il y a eu une hausse du dollar américain et une baisse du NZD. Le seul qui en profite visiblement, c'est l'USD-CAD, car seul l'USD-CAD peut profiter donc d'une hausse du biais vert. Alors, ça, c'était pour le marché des changes. On notera également en Europe, alors souvenez-vous, il y a ces restrictions qui sévissent. Nous avions été les premiers à en annoncer de nouvelles en France la semaine dernière. L'Allemagne a suivi, on en a parlé hier, et c'est au tour des Pays-Bas à présent qui va prolonger son confinement de 3 semaines, il me semble jusqu'au 20 avril. Et ça pèse davantage sur les perspectives de rebond économique de la zone euro. Et j'en viens à ce que je souhaitais aborder en détail avec vous. Ça a également pesé sur les cours du pétrole. On a vu ce repli massif, on le pressentait d'un point de vue technique et ça s'est clairement réalisé. Le pétrole a perdu plus de 6% hier et on tente de se ressaisir à l'heure actuelle. Pourquoi? Alors il y a un porte-conteneur qui s'est coincé dans le canal de Suez et ça bloque la voie navigable. Alors il y a des pétroliers saoudiens, russes, omanais et américains qui sont restés coincés. Et j'ai quelques images ici pour vous qui permettent de constater ce porte-conteneur qui bloque complètement la voie navigable sur le canal de Suez. C'est assez exceptionnel, ça pourrait prendre un certain temps avant de débloquer la voie et ça crée une congestion considérable. On va le voir ici, congestion sur le canal de Suez, l'Ever-Given est ici très précisément, les pétroliers sont bloqués dans les deux sens, on peut le voir et visiblement il s'est encastré. On le voit ici car devant ce pétrolier, il y a une sorte de boule, je ne sais pas comment ça s'appelle très précisément, mais voilà ce qui s'est encastré justement et donc ce sera très compliqué de le déloger. Alors c'était important de le savoir parce que ça explique cette hausse du pétrole. On le voit en ce moment même, le WTI 58,75, le Brent 61,82. Il faut savoir que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé après la guerre de 1967.
hein. Et donc, sur ce fameux canal de Suez, il y avait une flotte de navires, hein, qui est restée bloquée. Et tenez-vous bien, elle est restée bloquée pendant 8 ans. Et donc, toute la circulation, toute la navigation a été interrompue pendant cette même période, pendant 8 ans. Alors nous sommes aujourd'hui en 2021, imaginez si ça arrivait ne serait-ce qu'une semaine. Ça aurait des conséquences faramineuses et donc cela entraînerait le pétrole en forte hausse. Alors pour l'heure, hein, c'est toujours le cas, ce porte-conteneur, l'Ever Given est toujours bloqué, ce qui nous explique le rebond des cours du pétrole. Donc voilà pour ce point très important, hein, qui nous explique la hausse actuelle des cours. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Le programme est chargé, vous l'aurez compris, c'est la journée des PMI flash. Dans quelques minutes, on prendra connaissance des PMI en provenance d'Allemagne. À 10 heures, on prend connaissance. Donc ce sera à 9h30, hein, pour l'Allemagne. À la publication de cette vidéo, ça sera publié depuis un petit moment. Ça sera même pricé sur le DAX. À 10 heures, PMI de la zone euro. Même donné à 10h30 pour le Royaume-Uni. Et ce sera ensuite, l'après-midi, ce sera au tour des États-Unis. Et les stocks de pétrole brut également à 15h30. Donc une séance chargée avec cet incident sur le canal de Suez qui propulse les pétroles à la hausse. Sans plus tarder, nous allons passer sur les indices boursiers. On commence par le Nikkei, car on l'a mis en premier ces derniers temps. Depuis qu'on est sorti du nuage par le bas, on a envisagé des perspectives baissières. C'est chose faite pour le Nikkei. Souvenez-vous, hier, nous avions tracé cette projection de soda. L'objectif a été atteint très précisément. Bingo. Merci au soda, encore une fois. Cette précision, et ça correspond, hein, plus ou moins ici, on le voit, à une zone de support. Mais les projections de soda nous donnaient très précisément la zone. 28 100 points environ, 28 122 pour cette projection V que nous avons tracée, il me semble, hier ensemble. Et cela a confirmé, hein, bien entendu, c'est l'objectif. Pourquoi ça vient compléter Ishimoku? Parce que Ishimoku nous a donné ici le signal. D'ailleurs, on remarquera qu'on est passé par un twist, hein. C'est encore la théorie Ishimoku qui se confirme, les twists. Et voilà, on prend connaissance des PMI. Je clique directement dessus, hein, et cela me renvoie sur Financial Juice. Je vous en ai parlé, ça vous permet d'avoir les dernières déclarations, les dernières actualités. Alors c'est ressorti à 66,6, super aux attentes. On s'attendait à 60,8, précédemment c'était à 60,7, hein. Ici vous avez absolument toutes les déclarations. On a même les PMI flash pour la France, hein, avec les données ici de l'INSEE. Que l'on retrouve très précisément. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil, hein, qui est très intéressant pour expliquer les mouvements de très court terme. Donc voilà pour le PMI allemand, c'est chose faite. Et on en revient au Nikkei. Donc franchissement par le twist, pullback sur le nuage. À partir du moment où on a un pullback, on arrive à avoir notre point C. Et qui dit point C dit projection d'Osoda. Et donc Osoda nous a donné ce redoutable outil, Osoda qui est l'inventeur d'Ishimoku, je vous le rappelle, ce qui nous permet de compléter ce signal de vente Ishimoku et d'avoir un objectif précis, c'est chose faite. Donc voilà pourquoi on a insisté sur le Nikkei, on insiste dessus depuis le début de semaine, depuis lundi, un Nikkei qui se replie depuis vendredi très précisément, on le voit ici, depuis la décision de la BOJ, la Banque du Japon, ensuite le repli de la livre turque qui est venu enfoncer davantage en territoire négatif le Nikkei japonais, car les investisseurs japonais sont fortement exposés à la Turquie. On passe à présent sur le DAX, un DAX qui maintient ce support, cette Tenkan 14 617. Et donc publication du PMI super aux attentes. Vous voyez comment on progresse, vous voyez comment on va s'attaquer ici à notre Kijun en palier. C'est le niveau à franchir. On a un précédent range, la borne supérieure tient bien les cours pour le moment. Donc RS, hein, concrètement, ce n'est pas seulement la Kijun qu'il faut franchir ici, hein, d'un point de vue H1, c'est également notre nuage. Concrètement, il faut se hisser légèrement au-dessus des 14 665 points. Il faut y arriver pour espérer de nouvelles perspectives haussières. En H4, on note tout de même, et c'est très important, la présence du nuage qui fait office de support. Et donc, je privilégie clairement les perspectives haussières. Et donc, notre résistance ici, aux alentours des 14 665, ça correspond à mon palier de Kijun. Donc, c'est ce niveau. S'il est franchi, il me permettra d'espérer un retour vers les 14 740, voire de nouveaux records historiques. On en est loin pour le moment, il faudra attendre donc un passage au-dessus de ce palier de Kijun. Voilà pour le DAX, excusez-moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui.
Le Nasdaq à présent, on s'est replié hier, on est allé chercher notre support, Tenkan Kijun, on tente en ce début de séance européenne une réintégration du nuage en données journalières. On le connaît par cœur à présence graphique. Et c'est ce qui est bien, à force de voir les graphiques, on les garde en tête. Et donc, c'est beaucoup plus simple hein, pour anticiper d'éventuels retournements. On a directement les niveaux en tête. Donc, le graphique journalier, nous le connaissons à présent par cœur. Ce graphique H4 également, on commence à le connaître. On connaît la résistance attendue. C'est cette moyenne mobile simple à 200 périodes que l'on n'a pas atteint hier. On s'en approche, mais on réintègre dans la foulée de nuages. Très précisément, ce qui s'est passé en début de semaine. On sort du nuage par le haut, on s'approche aux alentours des 13 150, on s'approche de la moyenne mobile simple à 200 périodes et on réintègre le nuage. Cette fois-ci, est-ce que ce sera la bonne? Et pourquoi tant d'hésitation? La réponse, nous l'avons dans le passé, nous l'avons ici, avec notre Chikou Span, la lagging span, que je vais mettre en très gras, qui ne cesse de rebondir entre les obstacles. Tout simplement, elle est prise en étau, notre Chikou Span, entre les cours, la Kijun, elle refuse de trancher, de franchir tel ou tel obstacle, et ça se matérialise par des cours qui sortent du nuage, le réintègrent, sortent à nouveau, le réintègrent, et on en sort encore une fois, mais on est très précisément sur un obstacle, la Tenkan, qui sera renforcé par un gros chandelier japonais rouge. Donc voilà pour le point technique, pardon, sur le Nasdaq en données H4. Il faut savoir que si on parvient à s'en affranchir, si la lagging span parvient donc à franchir cet obstacle, les cours devront s'attaquer à la moyenne mobile simple à 200 périodes, et ce n'est qu'en cas de clôture au-dessus et de confirmation haussière, parce qu'on a déjà eu une clôture au-dessus, ici, et c'était un bull trap, on a réintégré directement. Donc il faudrait une clôture et une continuation haussière pour envisager une éventuelle hausse. Et d'ailleurs, hier, on avait parlé hein, de ce débat qu'il y avait eu entre les analystes XTB concernant une éventuelle figure en épaule-tête-épaule inversée. Je n'étais pas d'accord à ce niveau-là. Je vous ai donné les arguments hier. Et donc, s'il y a franchissement d'un moyenne mobile simple à 200 périodes et continuation haussière, l'objectif serait à 13 895, 13 900 points concrètement. C'est une projection d'Osoda. En données H1, belle hausse, on rebondit sur le nuage, on franchit la Kijun, mais on connaît les obstacles, hein, cette moyenne mobile à 200 périodes. Qu'en est-il du S&P 500 également en rebond? Alors les données journalières ne nous indiquent pas grand-chose, à part la zone de résistance que l'on a indiquée depuis un certain moment, et ce palier de Tenkan qui vient renforcer cette résistance. En données, bon, je vais commencer par les données H4, il faut que j'ai le réflexe. On est dans le nuage en H4, on a rebondi sur une précédente projection d'Osoda à 3895 points. Et on tente d'aller s'attaquer à la Tenkan, puis la Kijun. On est dans le nuage, ça ne nous apporte pas grand-chose. Mais il est toujours intéressant de noter hein, ce rebond sur la projection d'Osoda. On va le voir plus précisément en données H1. Ce sont d'anciennes projections d'Osoda ici. Hein. C'est pour ça que je les garde, car ce sont des niveaux de support et de résistance par la suite, hein, comme tout objectif. Et donc très souvent, je les garde. Et ce que je fais, je clique sur afficher le rayon. Comme ça les prolonge. Et ce sont de prochains supports et résistance. Donc Ishimoku me donne mes niveaux de support et résistance, de par les paliers d'SSB, je vous le rappelle, palier de Kijun, mais également les projections d'Osoda. Je les garde et ça fonctionne très bien. On le voit ici, le point bas était une précédente projection V à 3875. Le point bas d'aujourd'hui est une projection V également à 3895. On notera le nuage et la Kijun ici en résistance. Il faudrait sortir de ce nuage H1 pour espérer une éventuelle percée haussière pour aller chercher les 3960 points environ. Le Dow Jones, léger rebond également, qui a marqué une pause après un record historique et a franchi sa Tenkan. C'est la résistance actuellement, c'est la Tenkan qui correspond au retracement externe de Fibonacci à 127,2%. Ça fonctionne très bien, les retracements externes. On le voit ici, on a simplement tracé, on a utilisé le repli hein, suite au Covid, les précédents records historiques. Et on a ajouté les retracements externes de 127,2% et 161,8% qui est très très loin, très haut perché, 36 608 points. Et c'était notre objectif lors de la hausse pour aller chercher des records historiques. Et donc c'est actuellement notre résistance. En données H4, on est dans le nuage. Rien à signaler, hein, on s'est replié après avoir atteint une projection d'Osoda de court terme. Et ce serait notre résistance qui correspondrait avec le haut de notre nuage 32 800
80 points en données H1. On voit cette baisse qui est accompagnée par le nuage. On n'a pas réussi à l'intégrer, le nuage. Et on le voit, c'est une résistance lorsqu'on est en dessous. C'est un support lorsqu'on est au-dessus. C'est comme ça aussi qu'il faut l'imaginer, qu'il faut le voir plutôt, parce qu'il n'y a pas besoin d'imaginer, il est sous nos yeux. C'est un support et une résistance. Il freine la progression des cours. C'est pour ça que sa traversée en est compliquée. C'est pour ça qu'on attend plutôt les twists, ces faiblesses de nuages, car ça permet donc de faciliter la traversée de ce dernier. Russell 2000, très gros repli ici. Ça nous avait donné un signal baissier précédemment. La lagging span s'est désengagée. Alors peut-être un rebond en direction des 2200 avant de s'effondrer. Parce que ce n'est que maintenant. Je vous rappelle la théorie Ishimoku. Sortie de nuage par le bas, c'est un signal de vente. Mais il faut attendre mon filtre. La Chikou span. Il faut qu'elle soit désengagée de tous obstacles. C'est le cas à présent. Léger pullback, peut-être en direction des 2200 points, c'est un gros niveau, je vous le rappelle, donc c'est un scénario qui se tient clairement. On pourrait même refuser d'aller jusqu'à ce niveau-là, car nous sommes sur une résistance à l'heure actuelle. Vous voyez ce palier de SSB, c'est une résistance, 2192. Donc prudence, le Russell 2000 pourrait peut-être approfondir la baisse, car ce n'est que maintenant qu'intervient le signal Ishimoku. Et d'ailleurs, on peut voir ici les projections d'Osoda qui, je vous le rappelle, on les retrouve ici d'ailleurs, à ce niveau-là. On va tracer cette projection qui est une projection E et non une projection V. Nous en avons parlé hier, on l'avait fait très précisément pour je ne sais quel actif. On va la tracer en rouge. On a surpassé l'objectif. Vous voyez, l'objectif était ici, la projection E. Et donc peut-être que le pullback pourrait s'étendre aux alentours des 2208. Donc finalement, on pourrait surpasser les 2200. Voilà, je fais cela pour que vous compreniez le raisonnement, comment combiner tous ces outils que j'ai à ma disposition. Et ici, même quand on a surpassé une projection, qu'on a manqué le tir, qu'on a manqué la vente, on peut s'en servir tout de même. Dans ce cas-là, cette projection pourrait servir de point de pullback, sachant que je viens d'avoir la validation de mon signal Ishimoku de vente. Donc, même si la projection a déjà été atteinte et surpassée, ça me sert encore. Ça pourrait me servir pour profiter d'une éventuelle continuité de la baisse. Car il pourrait y avoir un pullback vers la projection d'Osoda que l'on a surpassée avant de repartir à la baisse pour répondre à la validation du signal de baisse Ishimoku. Donc voilà pour cette petite parenthèse théorique sur l'utilisation combinée d'Ishimoku avec les projections d'Osoda. On passe sur le Bitcoin, un Bitcoin qui retrouve des couleurs. Vous voyez, on s'éloigne du scénario d'une clôture weekly en dessous des 70, qui aurait été un signal de vente très fort. Nous en avons parlé hier ou avant-hier. Rebond du Bitcoin en données journalières. On n'est pas allé jusqu'à la Kijun. Et ce sont les données H4 qui me donnent le plus d'informations. Et le voilà, ce fameux rebond sur une précédente projection d'Osoda. Je ne vais pas vous la refaire depuis le début. C'est celle-ci qu'on est allé chercher en pullback. On a effacé toute cette vague ici, ABCD, pour revenir au point de départ et on repart de plus belle en direction de la Kijun. Ici, on repasse au-dessus des 57 300 $. On le sait, les perspectives haussières seront grandement renforcées avec à la clé peut-être de nouveaux records historiques. L'Ether, rebond effectivement. On l'avait trouvé hier, ce support, et il n'y avait rien de sorti à cela. Vous l'avez vu, je l'ai fait devant vous. J'ai simplement prolongé un palier d'SSB. C'est aussi simple que cela. C'est ce qui m'a donné le support. Et depuis, rebond. On avait également ce niveau-là. C'était une autre, un autre palier d'SSB. On a hésité d'ailleurs à ce niveau-là. On a rejeté ce niveau pour repartir sur le support. Et on repart de plus belle à la hausse, peut-être direction la Kijun. Voilà pour les indices, voilà pour les crypto-monnaies. On passe à présent sur les matières premières. Alors le gold en repli, en weekly, on n'est pas allé chercher le nuage. En journalier, je me permets d'aller plus vite car on a détaillé tout ça précédemment. En journalier, on sort de cet étau, on sort de ce range qui était composé justement de la Tenkan et de la Kijun et on en sort par le bas. Donc prudence sur le gold, c'est ce que l'on attendait. Prudence pour le moment et on intègre le nuage en données H4. Alors vous l'aurez compris, si on en sort par le bas, le repli pourrait être conséquent. En données H1,
on en est déjà sorti, on n'est pas parvenu à se hisser au-dessus de la Kijun. La lagging span est libre de tout mouvement, de tout obstacle, et donc la prudence est de mise hein, sur le gold. Si on venait à casser les 1725 $, c'est retour les 1710, voire les 1700 $. Et le silver, c'était très beau. C'était très beau ce que nous a fait le silver. Signal Ishimoku ici, de vente. Lagging span libre dans la foulée. Ça, c'est vraiment le meilleur setup. C'est la meilleure des configurations. Lorsque le signal est validé dans la foulée, ça nous évite de perdre, de perdre du temps, de perdre en amplitude de mouvement. Baisse immédiate. Sanction immédiate pour le silver. Et ici, l'objectif était très précis. Hein. On va le refaire ensemble. C'était un E. La projection d'Osoda avec ce sommet, rebond, et on aime les rebonds parce que ça nous donne des objectifs, et c'était un E car on est allé au-delà des 50% du mouvement baissier, et nous y voilà, l'objectif était donné. Ici, Osoda nous a tout donné hein, de par ses outils. Il nous a donné le signal, grâce à Ishimoku, dont il est l'inventeur, et il nous a donné l'objectif. Grâce aux projections d'Osoda, la théorie des vagues d'Osoda, qui est un des 3 piliers Ishimoku. Tout était donné, tout était là, et c'était une sanction immédiate avec la lagging span qui était désengagée directement. On en vient au meilleur, le meilleur pour la fin concernant les matières premières. Ce rebond qui intervient sur le nuage d'ailleurs, hein, et on sait pourquoi, nous l'avons dit. Ce porte-conteneur qui bloque le canal de Suez, situation assez exceptionnelle. Rebond du pétrole, un rebond qui pourrait se prolonger si on ne parvient pas à débloquer le canal de Suez. Hein. Donc on voit ici, on se redresse, on est sur une zone de résistance que l'on connaît très bien. C'était notre support, c'était notre ligne de coup de cette éventuelle figure en ETE. Donc, est-ce que c'est simplement un pullback vers la ligne de coup? Le canal de Suez va être débloqué, on repart à la baisse et on réalise l'objectif de cette éventuelle figure en épaule, tête, épaule. Ou est-ce que le canal de Suez va rester bloqué et est-ce que la navigation va être extrêmement perturbée, voire complètement bloquée sur le canal de Suez hein. La plupart du pétrole mondial transite par ce canal, donc c'est vraiment extrêmement important. Et si ça restait bloqué, on pourrait avoir vraiment des difficultés d'approvisionnement et cela pourrait créer une hausse considérable des cours du pétrole vers leur récent sommet. À suivre, et donc ce dossier, hein, cette situation sera capitale pour l'évolution future des cours du pétrole. On le voit, le WTI teste la ligne de coup, il va peut-être se hisser au-dessus pour aller chercher la Kijun, retour à la moyenne, au-dessus des 61 $. Le Brent n'est pas allé jusqu'à son nuage, il rebondit immédiatement. C'est un retour également sur la ligne de coup de cette pseudo-figure en ETE. Si on franchit la Tenkan, c'est retour vers les 64 $. Voilà pour le pétrole. On va en parler cet après-midi lors de la vidéo matières premières et fondamentaux. Voilà ce qui explique cette reprise haussière quand on aurait pu s'attendre à un repli plus conséquent d'un point de vue technique. On passe à présent sur le marché d'échange avec, et ben voilà, finalement sur l'USD Tree. Hein, le support, on le voit ici, c'était la Tenkan. Le retracement de Fibonacci de 50%. On repart à la hausse, on franchit les 61,8. Et ce qu'on avait annoncé en début de semaine, la résistance des 8,0400. Prolongement tout simplement de la SSB. Donc, il nous a fait une petite frayeur quand même, le SD Tree, en tentant avec avec la livre turque qui tentait de se ressaisir. Donc, l'USD Tree qui tentait de combler davantage son gap, mais ça a tenu. Le rebond se poursuit et si on franchit les 8,0400, c'est direction les 8,2070 environ. Retracement Fibonacci à 78,6%. Et le dollar américain, je commence par du mensuel cette fois-ci, je l'ajoute car depuis la hausse, il est important de constater, d'ailleurs le rebond, hein, voyez-le, c'est fait sur un palier de Kijun. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est ça, ces fameux twists qui favorisent la traversée d'un nuage. Donc
Attention, en mensuel, hein, il y a également un indice qui pourrait nous permettre d'envisager une hausse conséquente du billet vert pour aller chercher les niveaux de 2019. Le weekly vient le confirmer également. On franchit la Kijun à présent, sans aucun complexe, hein. On repart à la hausse très rapidement. On a, on a un certain, il nous reste un petit peu une certaine marge de manœuvre ici. Et on pourrait donc progresser davantage, mais je pense qu'il aura un certain frein lorsque notre Chikuspan, aux alentours des 93,100, rencontrera les chandeliers japonais. En tout cas, hausse du billet vert que l'on voit en journalier après le rebond de la Chikuspan. Et ici, on a une très belle projection de Soda d'ailleurs qui nous donne un objectif à 93,650. Pourquoi ça nous intéresse énormément? Pourquoi on parle toujours du billet vert en début d'analyse du marché d'échange? Parce que ça impacte toutes les paires de devises majeures. On l'a dit, ça va impacter l'euro-dollar, l'AUD-USD. Ça les impacte à la baisse. Lorsque vous avez l'USD à la droite sur la paire de devises, ça impacte à la baisse, bien entendu. Mais lorsque c'est l'inverse, comme l'USD CAD par exemple, lorsque le dollar est en premier, ça impacte à la hausse, hein. Vous voyez l'USD CAD qui part à la hausse, mais l'euro-dollar se replie fortement. On le voit ici en données journalières, objectif 1,1780, mais attention à la volatilité avec les données PMI de la zone euro. On est sur support, c'est un palier d'SSB. On le voit ici, hein, ce repli conséquent. On a atteint une projection d'Osoda précédemment, on l'a surpassé, les 1,1865. L'AUD-USD, l'USD est à droite, donc impacté à la baisse également. Retour sur support, retracement Fibonacci à 38,2%. Le GBP-USD, l'USD est à droite sur cette paire. Donc impacté à la baisse par la hausse du billet vert. On intègre le nuage ici. Prudence en cas de sortie par le bas. On en est loin, mais il faut le garder en tête. Et NZD-USD, le plus pénalisé. Hein, l'USD est à droite, donc cette hausse du billet vert entraîne à la baisse le NZD-USD, car le dollar américain se renforce. Donc avec un dollar néo-zélandais, au change, on a beaucoup moins de dollars américains qui se renforcent. C'est comme ça qu'il faut raisonner sur le marché des changes, hein. Je le dis pour les débutants, les cambistes d'expérience le savent. Pour eux, c'est une évidence. Mais c'est comme cela qu'il faut raisonner. Le billet vert se renforce avec 1 dollar. Lorsque je veux changer, par exemple, 100 dollars sans NZD, lorsque je vais à la banque pour avoir du dollar américain, j'en aurai beaucoup moins car le billet vert se renforce et on le voit graphiquement, NZD-USD se replie considérablement. On a eu un signal Ishimoku sorti du nuage par le bas, toujours pas validé, donc un repli qui pourrait se renforcer. Et c'est le NZD également qui perd du terrain. Ce n'est pas seulement le billet vert qui se renforce. Ici en parallèle, on a un NZD qui perd du terrain après les mesures concernant le marché de l'immobilier. Nous en avons parlé. Et donc, c'est la double peine pour le NZD-USD, frappé par la baisse du NZD, mais également par la hausse de l'USD. Et l'USD CAD profite pleinement ici de la hausse du billet vert. C'est l'USD CHF, pardon. Donc l'USD CHF, hein, nous avons un objectif avec cette projection de Soda à 0,9524. Et l'USD CAD, voilà plutôt, qui profite, hein, de cette hausse de l'USD, tout simplement parce que il y a aussi, hein, le pétrole qui vient jouer à l'heure actuelle, hein, je vous rappelle, pour superposer les cours du pétrole. Vous avez ce bouton et on la voit, hein, cette corrélation négative. Donc le pétrole vient peser quelque peu sur l'USD CAD, car effectivement, la hausse du billet vert entraîne donc à la hausse l'USD CAD, parce qu'avec un dollar américain, on a plus de dollars canadiens, mais la reprise du pétrole vient renforcer le dollar canadien. Donc ici, c'est mitigé pour le moment. Donc voilà pour ce Good Morning Market, hein. On a on a insisté sur le pétrole car c'est assez exceptionnel, je vais y arriver, ce qui se passe. On a vu les différents niveaux sur les indices, on a parlé des crypto-monnaies avec également certains niveaux, notamment pour le Bitcoin, un niveau qui est crucial. Et nous avons insisté sur le marché des changes pour comprendre, hein, justement les mécanismes et comprendre l'importance du billet vert sur toutes les paires de devises
majeur. Et sur ce, nous allons mettre un terme à cette vidéo. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une séance qui s'annonce mouvementée avec les données PMI, avec également les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. La section commentaires YouTube est là pour ça. Et je vous donne rendez-vous, pour ceux que ça intéresse, cet après-midi pour la vidéo matières premières et fondamentaux. Excellente séance de trading à tous et à cet après-midi ou à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.